Donc allons-y. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bienvenue au Diplolab Covid, la désinformation est-elle la menace fantôme? C'est un événement organisé par l'Institut Open Diplomacy en partenariat avec l'ambassade du Canada en France. Je vais modérer ce soir notre conversation. Je m'appelle Charlotte Veldkamp, je suis française et néerlandaise et je suis Junior Fellow de l'Institut Open Diplomacy. Je travaille actuellement pour une agence de presse à Amsterdam et j'ai fait des études de droit international. Je me suis concentrée en fait sur la liberté d'expression à l'ère numérique. Et donc j'ai fait un master où j'ai terminé par une recherche sur la désinformation spécifiquement. Je vais rappeler rapidement nos horaires. Donc nous commençons maintenant et la conférence aura lieu jusqu'à 20h15 heure de Paris. Je voudrais juste rappeler rapidement, si vous ne prenez pas la parole, merci de mettre votre micro sur mute. C'est important, ça aide la qualité de la conférence. Ce Diplolab est le 3e dans une série de 5 conversations à l'heure du Covid. Nous avons eu en première conversation le continent africain, comment agir face au Covid. Ensuite, la semaine dernière, nous avons eu le multilatéralisme. Nous en sommes maintenant à la désinformation, donc bienvenue. Et nous aurons encore 2 conférences, une sur les violences domestiques et une sur le protectionnisme. Et toujours en relation avec la pandémie actuelle. Ces thèmes sont complexes, sont variés et sont tous affectés d'une façon ou d'une autre par la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui. L'accès à l'information est particulièrement essentiel lors d'un tel phénomène global. Et donc, comment en fait mieux comprendre les enjeux de ce phénomène que par le biais d'une conversation. Nous sommes ravis de recevoir ce soir nos 4 panélistes qui sauront bien mieux que moi sûrement donner vie à cette conversation. Nous avons d'abord Monsieur Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique depuis 2018. Il vient de lever la main. Son vaste portefeuille s'étend de la cybersécurité aux instances de gouvernance de l'Internet, en passant par la propriété intellectuelle. Et la lutte contre la manipulation de l'information s'inscrit également dans les missions de l'ambassadeur. Je souhaite ensuite la bienvenue à Marie-Ève Carignan, professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke, au Québec. Ses recherches se concentrent entre autres sur l'analyse des médias, des pratiques journalistiques, l'éthique du journalisme et la communication de crise, entre autres. Marie-Ève Carignan est également chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Directrice du pôle média. Directrice du pôle média, voilà. Bienvenue ensuite à Camille Grenier, qui est également fellow de l'Institut Open Diplomacy. Et Camille est chargée de mission information et démocratie de Reporters sans frontières. Et enfin, Pascal Lapointe nous rejoint du Canada. Pascal est rédacteur en chef de la rubrique Le détecteur de rumeurs chez Agence Science Presse, qui est un média indépendant fondé à Montréal en 1978. Voilà, bienvenue. Avant de passer à l'étape de discussion, je veux d'abord remercier l'ambassade du Canada en France pour leur collaboration. Et j'ai l'honneur de passer la parole à son Excellence Madame Isabelle Ludon, ambassadrice du Canada à Paris, pour ouvrir notre conversation. Merci, merci beaucoup Charlotte, et à vous, membres du panel, je vous salue également. Merci aux nombreux participants et participantes. Nous sommes très fiers à l'ambassade de ce partenariat avec Open Diplomacy pour ces labs. Cette crise nous oblige à nous réinventer, non pas de réinventer la mission de la diplomatie, mais de moderniser la façon dont on livre notre mission. On a voulu rapidement tester l'univers numérique pour réfléchir ensemble et non pas attendre à peut-être septembre, octobre ou novembre pour pouvoir se retrouver physiquement ensemble pour discuter de différents enjeux qui existaient avant la crise, mais qui prennent souvent une différente couleur ou sévérité dans le cadre de cette crise qui sévit à travers la planète.
Cette semaine, la désinformation, nous nous intéressons à cet enjeu depuis quelques années au Canada, mais particulièrement à l'ambassade. Durant la dernière année, nous avons fait beaucoup de réflexions, d'analyses et nous avons eu beaucoup de discussions avec des joueurs ici en France et en Europe. On retrouve en France une volonté de vouloir collaborer et réfléchir sur cet enjeu. Alors, le Canada et la France sont à nouveau côte à côte sur la réflexion de l'enjeu de la désinformation. Vous avez un panel, vous les participants, vous avez un panel devant vous franco-canadien ou canadien-français qui ajouteront à votre réflexion, qui peut-être même mettront à défi certaines de vos façons de voir et de comprendre la désinformation. Avant de recéder la parole à Charlotte, j'ai parcouru le site de Radio-Canada. Donc, Radio-Canada est notre chaîne publique au Canada. Et il y a une équipe qui décrypte les fausses nouvelles. Et c'est à la fois amusant, mais pas vraiment amusant. Ça nous fait plutôt pleurer que de nous faire sourire. Mais quelques fausses nouvelles qui circulent depuis quelques jours, voire quelques semaines, comme manger du chou ou du pissenlit protège du virus. Le virus se propage plus sur les pompes à essence qu'ailleurs. L'alcool permet de tuer le virus, bien contre ce qu'on voudrait croire, mais c'est tout à fait faux. Bill Gates qui voudrait implanter une micropuce à l'aide d'un vaccin. Enfin, la liste est longue, mais ce que je disais, c'est que quand on lit ces fausses nouvelles, on a un sourire en coin, mais après, c'est assez préoccupant de savoir que ces nouvelles se promènent et sont partagées et que, franchement, il y en a qui les croient. Alors, on a la responsabilité de se poser la question, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire au niveau de la réglementation et des lois? Qu'est-ce que les journalistes ont la responsabilité de faire? Qu'est-ce que nous, comme citoyens, on a la responsabilité de faire? Alors, je vous laisse entre bonnes mains pour une réflexion et je le souhaite, quelques nouveaux constats et pistes d'action. Henri, je vous réitère que le Canada est fier d'être aux côtés de la France et est fier de savoir la France aux côtés du Canada, particulièrement sur cet enjeu. Merci beaucoup. Oui, on a une bonne relation à cet enjeu. Oui. Merci Henri. Il y a beaucoup d'autres, mais sur celui-là, je pense qu'on va peser pour mettre un peu de rationalité dans ce débat. Merci. Alors, bon débat, bonne réflexion. Merci. Merci beaucoup, Madame Hudon, pour votre intervention. Merci aussi pour vos exemples de fausses nouvelles. Amusants, mais inquiétants, je suis d'accord. Je vais rapidement réitérer les règles du jeu de ce Diplolab et rapidement vous expliquer la façon dont ce Diplolab va se dérouler. Nous aurons d'abord 40 minutes de discussion, modérée par moi-même avec les intervenants, suivi ensuite d'un échange avec le public de 30 à 40 minutes. Et pour faciliter cet échange, je vous invite à poser directement, à partir du début de notre conversation maintenant, vos questions dans le chat de la plateforme Zoom qui doit se trouver à droite de votre écran. Et donc, je vous demande de poser vos questions tout au long de la conversation et nous y reviendrons par la suite au juste moment. Donc voilà, je vais commencer notre discussion par adresser 3 larges questions à chaque fois à nos 4 panélistes. Et peut-être qu'au cours de la conversation, je demanderai de spécifier certains points. Donc nous avons 3 vastes questions. Je voudrais d'abord parler du fait que les fake news, la désinformation, la manipulation de l'information, de nombreux termes qui existent pour caractériser en fait un phénomène qui existe depuis bien avant les débuts d'Internet. Néanmoins, ce qu'on note, c'est que ce phénomène qui est très polémique connaît des essors depuis le début des plateformes digitales et qui connaît aussi des efforts en période de crise politique, économique, sociale ou sanitaire comme celle-ci, qui n'est d'ailleurs pas que sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé déjà le 2 février 2020
que la crise du Covid s'est accompagnée d'une véritable épidémie de mésinformation. Donc la question que je souhaite poser aujourd'hui à nos intervenants, c'est quels sont les principaux dangers contemporains de la manipulation de l'information, en particulier lors d'une telle crise? Qui en sont réellement les victimes? Donc je voudrais d'abord passer la parole à M. Verdier et savoir quelles sont vos idées sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compté, on a 40 minutes pour répondre à 3 questions chacune. Donc, on doit répondre environ en 3 minutes à chacune de vos questions. Plus ou moins. Oui, pour commencer, je vais dire que vous vous rappelez la phrase qui est prêtée à Camus, même si il ne l'a pas dite, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Aujourd'hui, oui, nous avons un problème, pratiquement même avec la notion de vérité dans un univers structuré par les réseaux sociaux, très horizontal, avec une grande immédiateté. Mais dans ce problème, il ne faut pas tout mélanger. Il y a d'abord la tendance naturelle. Un membre de mon équipe me rappelait la fable de La Fontaine, le loup et le renard, qui disait qu'on croit aisément ce que l'on craint ou ce que l'on désire. Donc effectivement, depuis toujours, les rumeurs, ça part, ça flambe. Et après tout, le pari de la Révolution française, avec ses 350 journaux qui ressemblaient tous au Père Duchesne ou à ces choses-là, était aussi traversé par des rumeurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news, etc. Donc, et ça peut être un problème, notamment quand on doit prendre des décisions collectives, et notamment quand on doit adopter collectivement des comportements de santé publique et de prévention de quelque chose comme un virus Covid-19. Mais à l'intérieur de cette vaste somme de délire, d'informations fausses, etc., il peut y avoir la bêtise ordinaire, les rumeurs. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elles sont régulières. Le jour où il y a eu le Covid, on savait que quelqu'un dirait qu'il avait été forgé dans un laboratoire par une armée quelconque. On savait que quelqu'un dirait que c'était de la guerre bactériologique. On sait d'ailleurs qu'il y aura des tas de rumeurs quand on trouvera un traitement sur l'inégalité d'accès au traitement. Donc, il y en a qui sont des légendes urbaines et qui se recyclent de crise en crise. C'est un premier problème. On a un deuxième problème un peu différent qui est l'affrontement idéologique, donc la diplomatie publique, avec des gens qui peuvent devenir très vocaux et en profiter pour dire « vous avez vu que mon régime politique est le meilleur, vous avez vu que j'ai bien géré la crise ». Ça peut être entre États et ça peut être aussi la vie politique, avec des partis politiques d'opposition qui critiquent, qui disent « on vous l'avait bien dit », c'est parce que vous avez détruit l'environnement, c'est parce que vous avez détruit l'hôpital, etc. Et puis, on peut avoir des opérations malveillantes, covert, diraient nos amis anglo-saxons, secrètes. Et nous, en France, quand on parle de manipulation de l'opinion, on parle de ce troisième pilier. Sauf qu'en fait, dans un moment de crise où on voit passer des mensonges et des erreurs tous les jours, il faut avoir beaucoup de sang-froid pour se rappeler que ça, c'est bien bête, et il faudra le démentir, mais c'est la vie démocratique. Et ça, en revanche, c'est inacceptable parce que quelqu'un a allumé 100 000 faux comptes, des bots, une stratégie de pub ciblée venant d'un acteur qui ne dit pas son nom, etc., etc. Donc, déjà, je pose la différence entre le débat, même idiot, et la manipulation. Alors, en France, on a une doctrine stratégique pour décider quand on se protège de la manipulation de l'opinion exogène, étrangère. Mais on dit ça devient grave et ça justifie toute forme de réponse quand c'est étranger, artificiel, massif et malveillant. Donc là, on prendra toutes les mesures qui s'imposent. Mais ça n'empêche pas que face à des bêtises, etc., il y ait quand même besoin d'une communication gouvernementale, d'une transparence sur les données publiques, d'une pédagogie, etc. Donc on a le SIG qui travaille dans un dialogue avec l'opinion, et on a le ministère des Affaires étrangères et d'autres qui travaillent sur les opérations étrangères. Et pour finir, parce que je suis un peu long, on parle beaucoup d'information, donc les gens passent leur vie à chercher des fake news, des deepfakes, etc. On a assez de recul maintenant pour savoir que les manipulations de l'opinion, ça peut être des fausses informations, ça peut être le content, mais ça peut être aussi des fausses identités. Je fais croire que je suis Greenpeace ou que je suis un supporter de l'Olympique de Marseille ou que je suis Black Lives Matter, etc. Et là, la manipulation, c'est de faire croire que certains groupes sociaux sont en colère ou de susciter la colère dans ces groupes sociaux, etc.
Et ça peut même être tout simplement la colère, le dissensus, la polarisation. Le rapport Mueller nous a raconté plein de choses, hein, et on a vu des gens qui payaient à la fois les groupes pro-life et pro-abortion pour mettre de l'attention et du bruit et du vacarme. Et donc, je rappelle souvent que c'est ABC, Author, Behavior, Content, et pas seulement des fausses nouvelles. Et je peux vous manipuler l'opinion aisément avec des vraies nouvelles, en fait, mais présentées avec un biais, ou même martelées jour et nuit pour que les gens ne voient plus que ça, ou amener à un moment où ça va susciter de la colère, etc. Donc, pour faire cette première introduction, voilà, il se passe quelque chose, il y a un défi pour la démocratie. Il va falloir d'ailleurs y répondre démocratiquement et donc dans le respect de la liberté d'expression, de la souveraineté des pays, de la liberté d'informer, de critiquer, de débattre, de contester. Et ça, c'est très important aussi. Aujourd'hui, on nous dit cela, c'est évident qu'ils disent n'importe quoi, il faut les débrancher. Mais peut-être qu'en fait, on découvrira un jour que la médecine traditionnelle aussi s'est trompée sur tel ou tel point. Et il est bon qu'il y ait des controverses. Et pourtant, il ne faut pas laisser non plus des acteurs exogènes, qui peuvent être des puissances étrangères, mais aussi des groupes politiques, manipuler l'information à son insu, à l'insu des opinions. Merci, Monsieur Verdier. Merci beaucoup pour cette distinction entre le débat, même idiot, et la manipulation. En particulier, je pense que c'est une distinction qui est très importante. Il ne faut pas parler toujours de liberté d'expression. Savoir de la part de Mme Carignan une réponse à la proposition de M. Verdier ou une réponse à notre question plus générale. Oui, bien, en fait, je vais répondre à votre question plus générale, mais par la bande, je répondrai aussi à M. Verdier, donc sur les dangers contemporains de manipulation de l'information en lien avec la désinformation, la montée des théories du complot et qui en sont principalement les victimes. Donc, c'était un des points de questionnement. Donc, j'essaierai d'être quand même brève vu le temps imparti. Je voulais répondre à cette question-là peut-être en revenant à certaines recherches que nous avons entamées avec différents groupes de chercheurs au sein desquels je travaille et d'autres qui sont en début de parcours. Donc, depuis le début de l'avènement du coronavirus, avant même que ce soit déclaré pandémie, on a constitué un groupe de recherche qui a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et dans lequel on s'intéresse à la diffusion des stratégies de communication, comment les différents messages de santé publique sont transmis via notamment les médias traditionnels, les médias sociaux et comment ils sont reçus par les différents publics. Et donc, on a déjà fait un premier travail préliminaire, donc une première enquête préliminaire au Canada pour voir comment ces stratégies-là étaient passées, notamment comment les gens adhéraient à certaines fausses nouvelles, certains phénomènes aussi de désinformation et aux thèses complotistes. C'est un travail qu'on poursuit, donc on aura une enquête qui va être internationale, donc qui va être faite dans une dizaine de pays, qui va être distribuée d'ici quelques jours. Et on a un deuxième projet de recherche qu'on amorce pour vraiment mieux comprendre la structure puis comment ces théories-là circulent. Donc c'est un projet qu'on fait avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent notamment. Mais donc, ce que les premiers résultats de notre enquête préliminaire nous ont permis de voir, c'est vraiment déjà, précédemment, Mme Hudon parlait de différentes fausses nouvelles, différentes thèses complotistes qui ont circulé depuis le début de la crise. Est-ce que Bill Gates veut nous inoculer une puce? Est-ce que le 5G est lié aux maladies? Est-ce que l'alcool le combat? Tout ça. Mais ce qu'on voit quand on regarde vraiment, surtout les questions qui sont liées à des thèses complotistes, le 5G, est-ce que c'est fabriqué en laboratoire, comme M. Verdier le mentionnait précédemlemment? Mais au minimum, et là c'est un chiffre très conservateur pour le moment, j'ai l'impression que ça va monter beaucoup aussi à mesure que les gens consomment l'information, même s'il y en a déjà énormément. On parlait tout à l'heure de l'afflux d'informations et de désinformation sur le coronavirus. Mais minimalement, un Canadien sur 10, donc dans nos répondants, adhère aux thèses complotistes. Alors, c'est beaucoup et je crois que ça va être plus dans nos prochaines recherches. Et ce qu'on voit quand on essaie de comprendre qui sont principalement ces victimes ou ces gens-là qui adhèrent à ce type d'information-là, dans nos répondants, donc dans notre enquête préliminaire, c'est clair, c'est les plus jeunes répondants. On était dans une enquête qui s'adressait aux 18 ans et plus, mais c'est vraiment la tranche des 18-44 ans. Donc, des plus jeunes répondants qui adhèrent le plus. Maintenant, on veut travailler justement à aller voir les moins de 18 ans, les plus jeunes, parce que ça nous préoccupe beaucoup. Si c'est les jeunes qui sont très affectés par ces thèses complotistes-là, puis par une espèce de méfiance envers les autorités, comment ça va affecter leur retour à l'école, leur perception de la société dans les années futures. On voit donc vraiment que c'est les jeunes et les non-universitaires.
il y a une tendance forte chez les non-universitaires à croire davantage aux thèses complotistes que chez les universitaires. Une tendance qui s'explique beaucoup aussi par la méfiance envers les autorités. Donc, ces jeunes-là, souvent non-universitaires, voient les autorités en place gouvernementales, justement les experts scientifiques ou universitaires et même les médias comme une certaine élite dont il faut se méfier et ont tendance à faire davantage confiance à des gens qui leur ressemblent, des gens qui se disent « ils n'ont rien à nous cacher, ils sont comme nous, donc ils ne font pas partie de ce qu'on pourrait voir comme un complot mondial ». Alors, on va vraiment davantage croire un citoyen dans son salon en train de bêtement nous raconter sur Skype qui a découvert la vérité et qui s'est filmé sur YouTube qu'une autorité parce qu'on a l'impression qu'elle fait partie de ce complot-là et qui nous cache des choses. On voit aussi que les médias sociaux sont un vecteur important de transmission de ces fausses nouvelles-là. Donc, des jeunes moins universitaires qui ont été beaucoup sur les médias sociaux sont des éléments là, qui, selon nos premières données, seraient des facteurs très importants dans la transmission des fausses nouvelles. Donc, ça amène vraiment une méfiance envers les autorités, une méfiance envers les mesures en place. Nos données ont vraiment montré une corrélation très claire entre le fait de se méfier des autorités, donc le fait d'être moins en accord aussi avec les mesures de confinement de santé publique qui sont mises en place et d'aller chercher des réponses alternatives, donc d'adhérer par exemple à des thèses complotistes. Et je rejoins aussi M. Verdis, ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait qu'on voit le même genre parfois de fausses nouvelles ou de thèses complotistes se promener. On disait tout à l'heure, on pouvait facilement s'attendre à ce que des gens pensent que ça avait été fabriqué en laboratoire. Est-ce que c'est une arme biologique? Quand il y aura un vaccin, continuera à avoir toutes sortes de rumeurs. Est-ce que le vaccin existait déjà? Est-ce que les industries pharmaceutiques veulent s'enrichir sur le dos des citoyens, etc. Mais là, ce qui change dans le cas du coronavirus, c'est peut-être la vitesse de transmission de ces fausses nouvelles-là ou de ces thèses complotistes. On voit des idées, par exemple, qui circulaient déjà sur le sida, qui ont mis des années à s'installer auprès de certaines personnes et qui, là, en quelques jours, quelques semaines, se sont déjà installées chez les gens parce que comme on est confiné, captifs, très actifs devant nos ordinateurs, en train de vouloir des réponses à des questions qui parfois n'ont pas de réponse, on est plus susceptible d'être soumis à cette désinformation-là et donc d'y adhérer beaucoup plus rapidement que par le passé. Ça, c'est peut-être un des éléments qui est le plus préoccupant en ce moment. Et donc, je m'arrêterai là pour le moment comme le temps file rapidement. Merci. Merci d'avoir précisé les catégories qui sont plus affectées par les fausses nouvelles. Et nous sommes je suis personnellement très intéressée par vos recherches. Je serais ravie de lire les résultats. Monsieur Grenier, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? En enlevant peut-être le mute sur le micro. Bien sûr, on pense avoir pris l'habitude et au final, on se rend compte que pas encore. Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour répondre à votre question sur qui sont les victimes, je pense que, et c'est un peu ce que disait Henri tout à l'heure, je pense que la victime principale, finalement, c'est notre espace de délibération publique qui est finalement dans une espèce de désordre où on aurait délégué et dont on a délégué une partie de la gestion aux plateformes numériques. Et on voit aujourd'hui que ces plateformes structurantes ont mis des actions en place, mais que finalement, on continue d'adresser seulement une partie des symptômes et qu'il va falloir se poser sérieusement la question de comment finalement on assure la transparence de la gestion de ces espaces publics, les responsabilités, et puis comment est-ce qu'on trouve des mécanismes de promotion de l'information fiable. Et une autre victime, c'est aussi, nous, ce qu'on a vu en tant que Reporters sans frontières, c'est aussi une espèce de stratégie du choc qui a été mise en place par certains États dans la réponse qu'ils ont voulu apporter à ce chaos informationnel, aussi pour régler certains comptes avec le journalisme indépendant et les médias. On a, nous, lancé l'Observatoire 19, qui fait à la fois référence au Covid-19, mais aussi à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur la liberté d'opinion et d'expression, pour suivre l'ensemble des attaques qui ont été faites sous couvert de répondre à cette crise de l'information, pour attaquer des journalistes ou des médias, censurer des médias. Et nous, il y a un cas qui nous touche particulièrement à RSF, c'est celui de notre correspondant en Algérie, Khaled Raheni, qui est en prison depuis plusieurs semaines, depuis 6 semaines, depuis fin mars,
Et on voit, enfin voilà, les brèves AFP et tout nos travail qu'on fait sur les médias qui sont censurés des Philippines en Algérie et un peu partout avec cette crise. Donc nous, ce qu'on pousse finalement, c'est en tant qu'RSF de s'assurer que de suivre finalement ces menaces et ces menaces qui sont faites sur la liberté et la sécurité des journalistes. Et on a lancé ces 2 dernières années 2 initiatives plus structurantes sur la promotion de l'information fiable, qui est la Journalism Trust Initiative, qui est l'idée d'un standard finalement pour promouvoir le contenu qui est produit de certaines façons et qui respecte les standards journalistiques. Et puis une autre initiative, peut-être qu'on pourrait revenir un peu plus en détail, qui est l'initiative Information et Démocratie, en effet, dont je m'occupe, dont l'objectif dans cet espace et dans ce désordre informationnel est de remettre des principes démocratiques pour assurer la gestion de cet espace. Donc, on a lancé une déclaration internationale sur l'information et la démocratie qui a été reprise par une coalition aujourd'hui de 36 États à travers le partenariat international sur l'information et la démocratie. Et on a créé le Forum sur l'information et la démocratie, dont le but sera finalement produire des recommandations de régulation, d'autorégulation sur les grands enjeux, que ce soit l'accès à l'information fiable, mais aussi comment est-ce qu'on gère, par exemple, un des grands enjeux aussi qu'on voit aujourd'hui avec la désinformation, notamment en Afrique, c'est l'utilisation des messageries privées pour diffuser de la désinformation. Et réguler forcément une messagerie privée, ça implique des considérations sur la vie privée des personnes qui sont très très compliquées à gérer. Aujourd'hui, aucun gouvernement n'a vraiment de réponse. Et je pense que voilà, c'est l'ensemble de ces grands sujets qu'il va falloir gérer pour le monde de demain. Merci. Merci. Je pense que ça nous mènera bien à notre prochaine question ensuite sur les dispositifs existants pour lutter contre les fausses nouvelles, la désinformation, etc. Je voudrais quand même demander à Monsieur Lapointe, qui travaille dans le monde des médias, quels sont pour vous les enjeux, les dangers et les principales victimes donc, de la manipulation de l'information? Oui, ben, j'aurais pas grand-chose d'original à ajouter sur celle-là parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les enjeux, déjà traditionnellement, quand on posait cette question ces dernières années sur le danger de la manipulation de l'information, on parlait d'atteinte à la démocratie, d'ingérence dans le processus électoral, on parlait de manipulation de l'opinion publique, on a parlé abondamment des politiciens populistes et de tout le mal qu'ils peuvent faire lorsqu'ils contrôlent bien la désinformation. Puis bon, ben, depuis 4 ans, on peut dire merci à Donald Trump parce qu'il a déclenché un paquet de réflexions dans le monde journalistique et universitaire. Du fait que c'était inévitable que nos préoccupations, quand on pense à des fausses nouvelles, soient toujours du côté du politique. Mais ici, on n'est plus avec cette crise en politique, on est devant une crise sanitaire et l'impact des fausses, en plus de tout ce que vous avez évoqué sur la perte de confiance du public, sur la difficulté du public à comprendre ce qui est une information fiable, comme disait M. Grenier, ben, les fausses nouvelles peuvent aussi avoir un impact tangible sur la santé d'une personne ou carrément sur la santé publique. Pensez que parmi les fausses nouvelles qui circulent abondamment, il y a évidemment toutes sortes de remèdes possibles et imaginables. Madame Hudon en énumérait quelques-uns. Mais pensez aussi que ça va au-delà de ça. Lorsqu'on commence à voir émerger, c'est pas juste des gens qui répandent des fausses nouvelles en pensant bien faire ou mal faire. Il y en a qui le font carrément pour vendre des produits, leurs produits ou ceux des autres. Et au-dessus de ça, on commence aussi à voir émerger une autre couche, une couche supplémentaire, une stratégie de désinformation qui est carrément coordonnée par certains mouvements, dont en particulier les mouvements anti-vaccins pour dominer le débat. Justement, hier, il y a une étude qui est parue dans Nature, qui est pré-pandémie, mais dans lequel les chercheurs ont essayé d'évaluer l'environnement, l'écosystème de la désinformation dans le monde des anti-vaccins. Il arrive un total d'environ 100 millions d'individus à travers le monde qui sont interconnectés entre eux par l'intermédiaire de leurs grappes respectives. Et leur force est là. Parce que même s'ils sont minoritaires, ils sont beaucoup mieux organisés, beaucoup mieux regroupés dans des grappes qui vont se motiver les unes les autres, se booster en bon français les unes les autres. Et en tout cas, beaucoup mieux coordonnés que les scientifiques ou les défenseurs d'une information rigoureuse ne peuvent l'être.
Et en plus, certains ont beaucoup d'argent ou beaucoup de temps libre à consacrer aux réseaux sociaux pour diffuser leurs informations. Et ça, dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, c'est un enjeu drôlement important à retenir. Parce que penser qu'en comparaison, puis je vais me permettre de faire un pont avec la question suivante, je n'aurais peut-être pas besoin de me répéter tout à l'heure, mais penser qu'en comparaison, les médias comme le mien qui travaillent là-dessus, travaillent avec des bouts de chandelle, comme on dit au Québec. L'agence Science Presse, c'est 4 personnes à temps plein, pas toutes dévolues à la lutte à la désinformation. Et on fait partie d'une alliance internationale, l'International Fact-Checking Network, qui est un regroupement de médias qui ont tous créé des rubriques dévolues spécifiquement à la vérification des faits. Cette alliance-là publiait récemment une statistique comme quoi il y a eu, au dernier décompte, plus de 5000 vérifications de fausses nouvelles autour du virus qui ont été publiées par plus d'une centaine de médias dans 70 pays. C'est énorme, mais pensez que la quasi-totalité de ces médias-là ou de ces rubriques-là fonctionnent avec une personne à temps plein, ou des fois une personne qui n'est même pas à temps plein. Avec les détecteurs de rumeurs, on fait partie des privilégiés. Pensez, on a 2 personnes et demie pour faire de la vérification de faits. Donc, ces médias-là sont tout petits, ont peu de moyens et évidemment ne suffisent pas à la tâche. Et pourquoi je souligne ça? Parce que dans tout ce qu'on va imaginer dans les prochaines semaines ou les prochaines années comme stratégie politique ou légale pour lutter contre la désinformation, on va rester en bout de ligne dépendant des ressources qu'on va bien vouloir y mettre. Mais là, j'embarque déjà dans la prochaine question. Merci. Oui, non, c'est vrai qu'un des problèmes de la crise en fait, de la désinformation, c'est également que les processus de vérification non seulement requièrent énormément de temps et d'énergie et d'argent et d'efforts, mais ne sont souvent pas assez rapides en fait pour contrer la diffusion d'une fausse information. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vrai qu'en avril, au début avril, WhatsApp a introduit certaines règles pour réduire le transfert des messages instantanés et Facebook ensuite a aussi supprimé des centaines de milliers de posts selon leurs propres chiffres. Mais c'est vrai que ça nous mène à notre prochaine question, en fait, sur comment contrer les conséquences négatives des fake news, des fausses nouvelles de toute forme. Et donc, j'aimerais redonner la parole à Monsieur Verdier sur une question assez essentielle à ce débat, donc, qui porte sur la nature des dispositifs existants. On a certains outils juridiques, peu pour l'instant, économiques, politiques, technologiques. Ces outils sont-ils suffisamment résistants et efficaces pour contrer les menaces de la désinformation, particulièrement pendant cette époque? Ok. En tout cas, je pense que c'est vrai qu'on est relativement d'accord, mais c'est un débat qui nous permet quand même d'approfondir et je suis très heureux d'y participer. Non, moi je crois que nos outils ne sont pas encore suffisants. Mais attention, nous sommes devant de grands dangers parce que finalement, comme on l'a dit dans la première partie du débat, la plus grande menace, ce qui est le plus menacé par tout ça, c'est quand même la démocratie. Et il y a quand même beaucoup de fausses bonnes idées. Je crois que chacun comprendra qu'on ne veut pas rétablir une vérité d'État. Je pense aussi qu'on ne veut pas non plus une vérité Facebook, encore moins une vérité produite par des intelligences artificielles de Facebook. Et en fait, par ailleurs, la vérité, ça fait depuis Platon qu'on réfléchit sur ce que c'est que la vérité. Et ce que nous a enseigné la science, c'est qu'elle naît de la controverse et du débat, et qu'on a droit à une forme d'erreur pour atteindre une forme de vérité scientifique. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. Si je puis me permettre, moi, je médite beaucoup, nos amis de Reporters sans frontières le savent, on en a parlé ensemble, sur un moment de l'histoire de France qui me semble digne d'être analysé précisément. À la Libération, le Conseil national de la résistance était très préoccupé par le fait que pendant l'occupation nazie, pratiquement toute la presse française avait collaboré. Comme un seul homme, tous les journalistes étaient devenus pro-nazis. Et donc, on a voulu se garantir que ça ne serait plus possible. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est les lois Bichet qui commencent en 1953 et qui sont réactualisées régulièrement depuis. On n'a pas fait un organe de censure pour dire quelle était la vérité. On n'a pas fait une régulation portant sur les contenus. On a essayé de construire en dur, en profondeur, le pluralisme,
Et donc, la loi française, depuis 1953, dit, par exemple, qu'on ne peut pas avoir le monopole de la distribution de la presse. Donc, si vous êtes un organe de presse, vous devez être diffusé par une coopérative indépendante de vous, dans laquelle il y a aussi vos concurrents. La loi française dit que les kiosques à journaux doivent accepter tous les titres et que les titres doivent se proposer à tous les journaux. Et à l'époque, on a décidé que la Poste ferait un tarif réduit à la presse en contrepartie du fait qu'on leur demandait de router dans toute la France, etc. Depuis, les lois se sont enrichies. On n'a pas le droit de posséder en France et une télé, et une radio, et un journal d'envergure nationale, etc. Et c'était une réflexion systémique. Et je crois et agnostique au contenu, en fait. Et je pense que c'est très important dans ce qui se présente devant nous, d'essayer de garder l'idée qu'on cherche, comme ça a été très bien dit par Camille, à restaurer la qualité de l'espace public du débat. C'est ça le sujet. Ce n'est pas de vaincre l'erreur. Des erreurs, il y en aura toujours. Et certaines se révéleront être des vérités. Le problème, c'est la qualité de l'espace public du débat. Et pour ça, probablement, on a quand même 3 familles de sujets. Et je vais être très court. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est une opération étrangère, covert, artificielle, avec des moyens d'État, mais on pourrait peut-être effectivement rajouter quelques groupes d'intérêt, les amis de M. Bannon, mon collègue, l'ambassadeur irlandais, m'a dit que quand ils ont fait leur référendum sur l'avortement, ils ont eu une tentative d'ingérence massive des églises évangélistes américaines qui leur disaient il ne faut pas voter pour l'avortement. Et les 3/4 du débat en Irlande venaient des États-Unis. Et ce n'était pas l'État, c'était un groupe d'intérêt. Donc celle-là, il n'y a pas d'hésitation, il faut les débrancher. Si on voit des faux comptes, il faut demander aux réseaux sociaux de les fermer. Si on voit des trucs artificiels, il faut le dénoncer. Et la France, par exemple, s'est dotée d'une loi intéressante, je crois, la loi sur les fake news, qui a essayé d'être prudente, en fait, qui dit juste que si, en période électorale, on voit une information de nature à altérer la sincérité du scrutin, donc il faut qu'elle soit grave, qu'elle puisse changer le sort de l'élection, alors on peut aller devant le juge, et on garde bien la case juge, mais en référé, donc il jugera en 24 heures. S'il estime que c'est de nature à altérer la sincérité du scrutin et que c'est faux, il peut demander le retrait du contenu. Donc ça, c'est un outil juridique. Le deuxième sujet, on en a parlé, mais je pense que d'autres vont en parler mieux que moi, c'est plutôt cette bêtise ordinaire, cette hystérie un peu des réseaux sociaux, etc. Et face à ça, nous, on a été très heureux quand on a vu les initiatives de Reporters sans frontières, parce qu'effectivement, je pense que la première réponse, c'est déjà d'injecter de la rationalité dans le débat. Alors, du côté des pouvoirs publics, on peut quand même faire beaucoup avec la transparence, l'open data, au sens plein du terme, c'est-à-dire des données brutes, non analysées, et laisser aux gens la liberté de se faire leur point de vue avec les données. En France, sur le Covid, on a essayé, et on a bien fait parce qu'il se trouve que la parole politique, par moment, a été un petit peu démonétisée, mais vous avez peut-être remarqué que c'était le directeur général de la santé et non pas le politique qui venait dire tous les soirs le bilan de l'épidémie, et ça avait été décidé. On avait séparé la parole politique et la parole de l'administration. Et les données que nous avions, et on a mis du temps à avoir un bon système d'information, ont été publiées tous les soirs en open data, et même quand elles étaient désagréables et qu'elles montraient que certaines choses que nous avions faites ne marchaient pas. Et autant on a eu des polémiques il y a eu beaucoup de polémiques, mais personne n'a dit le gouvernement nous cache la vérité des faits, quoi. Et puis on aura besoin d'une presse libre et indépendante, et comme le rappellera mieux que moi Reporters sans frontières, avec les conditions matérielles de la liberté et de l'indépendance. Parce que vous savez que j'ai travaillé dans la presse une longue partie de ma vie, hein. Quand on paye des gens 15 € la pige, en leur disant tu as 15 € par article, ils ne vont pas faire des enquêtes d'investigation, hein. Ils vont prendre des dépêches AFP et les répéter. L'indépendance, ça a aussi des conditions de possibilité matérielle. Et je termine juste, peut-être pour prendre rendez-vous, ou peut-être si on a le temps et qu'on fait vraiment vos troisième questions, il faudra quand même, et Camille a commencé à le dire, s'interroger sur le côté hystérisant des réseaux sociaux et, disons le mot, de leur business model. Quand vous êtes dans l'économie de l'attention, quand vous cherchez à attraper le temps de cerveau disponible d'une manière incroyablement violente, le patron de Netflix a dit un jour en plaisantant « Mon seul vrai rival, c'est le sommeil ». Quand vous voulez attraper 100% du temps de cerveau disponible, et quand vous le faites non pas comme à la télévision qui posait déjà des problèmes, mais en donnant des informations ciblées, différentes pour chaque personne,
et avec des algorithmes qui ne sont pas transparents. Donc, nous ne savons pas. Je ne peux pas expliquer à mes filles de 13 et 14 ans pourquoi c'est ça les informations qu'elles reçoivent. Et par quel calcul on a choisi de leur pousser cette information-là. Et quand tout ceci se croise avec de la publicité personnalisée, et qu'en fait, on vous vend une diade pub-message, et qu'il n'y a plus d'espace public du débat parce que vous ne savez pas ce que savent les autres, et même quand c'est légal, je ne parle pas là d'opérations étrangères. J'ai visité le QG de la campagne de Bloomberg. Il se préparait, s'il avait été investi, à faire une campagne avec 4000 micro-messages. 4000 messages différents. On aurait dit aux catholiques d'une petite ville que le candidat adverse était pro-avortement. On aurait dit aux pêcheurs d'une autre petite ville que l'usine du candidat adverse avait pollué la rivière. Et où est-ce que la démocratie répond? Où est-ce que le candidat d'un parti de gouvernement qui veut proposer un projet collectif à la société peut répondre quand il doit démentir 4000 messages différents? Et je crois, comme l'a dit Camille, on n'y est pas encore, personne n'y est encore, mais il va falloir maintenant demander un esprit de responsabilité aux réseaux sociaux sur leur business model et sur la manière dont ils appliquent leur business model. Tout à fait, merci. Je pense qu'il est en effet très intéressant de s'interroger sur la nature des réseaux sociaux, toutes les caractéristiques qui font que les informations se propagent beaucoup plus rapidement et d'une façon très différente. Et aussi d'interroger en fait aussi la compétition qui existe entre les différentes plateformes, et enfin inexistante en fait. Je pense que je veux juste ajouter à votre citation sur le CEO de Netflix, une citation qui vient de Mark Zuckerberg, on lui avait demandé en fait il y a quelques années lors de son écoute, son oral au Sénat américain, qui étaient en fait les compétiteurs de Facebook. En existe-t-il Et il répond, après beaucoup d'hésitation, que Amazon et Google overlap with a portion of what we do. Donc en fait, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est possible d'aller ailleurs que sur certains réseaux sociaux, et comment est-ce qu'on peut challenger leur business model de cette façon-là? Je voudrais passer la parole à Camille sur ce sujet. Okay. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire, en effet. Peut-être un préambule, je pense qu'il faut. Les défis sont tels que il y a énormément de choses à gérer, et c'est vrai qu'entre de la liberté et la sécurité des journalistes au business model des plateformes, de la Bay Area et de San Francisco, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets, et parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Moi, je reviens tout à fait sur ce que disait Henri sur le business model, et le fait qu'aujourd'hui, le contenu qu'on voit, il est d'abord basé sur nos données personnelles, et le seul objectif de ces grandes plateformes, c'est de nous tenir le plus longtemps connectés pour vendre toujours plus de publicité et assurer leurs revenus. Donc ça, je pense qu'il faudra aussi se poser la question. Netflix, c'est à peu près exactement à quelle heure on va se coucher, et ça, c'est aussi un petit problème. Nous, et oui, aussi sur la soutenabilité, c'est vrai que les disruptions technologiques qu'on a vues, les grandes plateformes ont quand même absorbé beaucoup de revenus de la publicité, qui a vraiment beaucoup fragilisé le business model de la plupart des médias. Et on voit que là, la crise du Covid amène de nouveaux défis. Il y a quand même beaucoup de journalistes, par exemple. Je parlais avec un collègue de la situation en Afrique du Sud, où il y a un des principaux médias qui a déjà coupé de moitié le salaire de ses salariés, et qui, en gros, ne sait pas comment ils vont pouvoir poursuivre leur activité après fin juin. Et dans une situation où, en gros, les médias locaux ont pratiquement tous disparu dans certains pays comme les États-Unis, donc dans une situation financière qui était déjà très, très compliquée. Sur les solutions,
Je pense qu'en effet, si on se concentre que sur le contenu, il y a un peu le problème de labourer la mer et ça peut paraître un peu compliqué et parfois même un peu décourageant de voir que de toute façon on ne pourra pas tout checker et que les fausses nouvelles, parce qu'elles font appel à nos instincts et à nos sens, circulent plus vite, etc., etc. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est plutôt de prendre l'autre logique, qui est pas comment est-ce qu'on enlève du contenu, mais plutôt comment est-ce qu'on promeut du contenu qui est produit. C'est pas, on a essayé de ne pas prendre cette logique justement du contenu, mais plutôt de regarder les moyens de production du contenu pour pouvoir valoriser et les promouvoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout bête, ça existe depuis très très longtemps, et c'est la construction d'une norme, d'un standard. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la bureaucratie que ça peut demander, mais on a lancé ça avec le Comité européen de normalisation, qui est l'équivalent européen de l'ISO. L'objectif, c'était finalement de reprendre des normes et des normes et l'éthique du journalisme qui existent déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qui ne donnaient pas forcément de bénéfices à ceux qui les respectaient. Donc, on a créé cette norme. C'était un processus tout à fait transparent et inclusif. Il y a eu 120 organisations à travers le monde qui ont participé. On l'a publié en décembre de l'année dernière. L'objectif, à terme, ce sera finalement de certifier les médias qui les respectent. Et c'est des normes vraiment basiques. Hein. Est-ce qu'on a une ligne éditoriale? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce qu'on est transparent sur nos liens capitalistiques, etc., etc. Et de faire que, à terme, les plateformes utilisent ces données pour promouvoir les médias qui respectent ces normes éthiques et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où finalement on a vu avec le Covid que c'est Facebook, Twitter, Google, même TikTok, je crois qu'ils l'ont fait, et YouTube qui décident, et vous l'avez tous vu hein, sur vos comptes Twitter, c'est Twitter qui décide, voici nous ce qu'on juge comme étant information fiable, et ce qui pose des questions de pluralisme et de qui décide. Et en effet, nous, on ne pense pas que ce doit être ni au gouvernement, ni aux plateformes de décider ce qu'est l'information fiable. Merci. Monsieur Lapointe, vous voulez peut-être ajouter pour vous quels sont ces standards que vous utilisez quand vous faites du fact-checking ou quels sont vos standards dans la presse, dans votre milieu? Les standards de fact-checking ne sont pas différents des standards de journalisme de qualité depuis longtemps. Peut-être qu'une façon pour aider les gens qui nous écoutent à comprendre ce que ça représente, c'est que si, au lieu d'être journaliste, je voulais me transformer en auteur de fausses nouvelles, je pourrais vous écrire une fausse nouvelle en 10 minutes. Et avec une photo accrocheuse et un titre sensationnaliste, j'aurais peut-être beaucoup de succès. Mais si, à l'inverse, je veux écrire un texte de vérification qui vérifie pourquoi cette fausse nouvelle-là est fausse, ça va me prendre au minimum quelques heures et peut-être jusqu'à 2 jours à temps plein, même si le texte de vérification, au final, ne doit faire que quelques paragraphes. Et ça, c'est un énorme enjeu. Parce que je rejoins les intervenants précédents, votre question, les dispositifs existants sont-ils suffisamment résistants pour contrer les menaces à la désinformation? La réponse est non, évidemment. Pour moi, la cause première, elle est au niveau des moyens que nous voulons investir, nous comme société, mais nous comme individus qui consommons de l'information par les réseaux sociaux ou les médias. Et l'autre facteur à considérer dans cette crise, c'est évidemment la science. L'épidémie de fausses nouvelles à laquelle on fait face en ce moment, ce sont des fausses nouvelles en science. Or, pensez que des journalistes spécialisés en sciences, c'est une rareté dans les grands médias. La plupart des quotidiens régionaux en France ou au Québec n'en ont aucun. Et même dans certains grands médias, vous avez parfois un seul journaliste scientifique. Vous pouvez avoir 4 ou 5 journalistes sportifs dans l'équipe, mais un qui est dévolu à la science. Et à supposer qu'en ce moment, ce média-là l'ait assigné uniquement à la vérification des fausses nouvelles sur la pandémie, il est débordé lui aussi parce qu'il ne peut pas faire 15 textes dans sa semaine. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas en embaucher plus, disent sans doute certaines personnes? Parce que malheureusement, ce n'est pas rentable. Même en ce moment, même en cette période de crise, c'est sûr qu'en ce moment, après tous les grands médias consacrent tous
plus de ressources au virus qui en ont jamais consacré à l'information scientifique dans son ensemble. Et ça a des impacts positifs qu'on peut mesurer. On se rend compte que l'achalandage sur les pages des médias qui sont consacrés à la pandémie a augmenté partout, y compris chez nous. Mais ça ne rapporte pas un sou de plus en revenus. Et ce n'est pas un problème unique à la pandémie. Traditionnellement, le journaliste scientifique en général n'a jamais rapporté beaucoup de revenus publicitaires dans les grands médias. Je mets ici de côté les médias spécialisés en sciences, Science et Vie, Science et New Scientist, qui sont dans une catégorie à part, mais dans les grands médias, même les grands médias qui entretiennent une page science hebdomadaire ou une section science hebdomadaire, ils le font parce qu'ils jugent ça important, mais ils la maintiennent parce que d'autres sections, elles, font des profits. Les sections qu'on jugerait peut-être plus anodines, les sections d'automobile, d'habitation, ce qu'on appelle l'art de vivre, ça rapporte des revenus publicitaires, mais pas la science. Alors, tout ça, cet enjeu financier-là, il est fondamental parce que, rappelez-vous, on est dans une époque où les gens se désengagent des médias traditionnels, ils prennent de plus en plus leurs informations sur Facebook et sur YouTube, et ça fait partie de l'enjeu que nous devons garder en mémoire. Comment, après cette pandémie-là, est-ce qu'on va soutenir dans le futur une information journalistique de qualité, approfondie, spécialement en sciences? Je défends ma paroisse, mais pas exclusivement en sciences. Une information qui combat la désinformation, ça demande des moyens. Une information qui explique au lecteur ou à l'auditeur comment combattre la désinformation. Vous savez, c'est ce que pour certains d'entre vous êtes familiers avec l'expression éducation à l'information ou éducation aux médias, ben c'est ça. Une information qui ne dit pas juste cette nouvelle-là est fausse, mais qui dit voici comment vous auriez pu découvrir vous-même qu'elle est fausse. Bref, ça demande du temps, ça demande des moyens. Alors, comment, je termine là-dessus, comment garder tout ça en vie financièrement dans un monde où on se doute bien que la filière traditionnelle des revenus publicitaires et d'abonnement va probablement continuer de décliner après la crise? Une grosse question que je renvoie à ceux qui nous écoutent. Le meilleur service que vous puissiez rendre à une information de qualité, c'est d'abord et avant tout de vous abonner à votre média préféré. Mais peut-être que ça ne suffira pas. Au-delà de ça, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble à la question de l'aide financière publique aux médias. Est-ce qu'un média indépendant, est-ce qu'on considère que c'est un service public? Ben si oui, il va peut-être falloir accepter à un moment l'idée que ça ne peut pas se financer uniquement par de la publicité ou des abonnements. Merci beaucoup. Et en fait, on revient un petit peu au point de Camille, du fait qu'il s'agit de rééquilibrer très activement la balance entre d'un côté la désinformation et de l'autre le pluralisme de l'expression qui serait idéal dans une société démocratique. Et pour ça, il faut soutenir le journalisme de qualité, mais il faut effectivement aussi, par exemple, éduquer les jeunes qui sont très susceptibles, comme le disait Marie-Ève, aux fausses informations. Et je sais que la Finlande est très active dans ce milieu pour l'apprentissage d'infos trompeuses. Ouais, c'est important également. Il ne faut pas oublier cet aspect-là de l'éducation. Marie-Ève, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Bien, je suis totalement d'accord avec les collègues. L'éducation devient essentielle. Ici aussi, on est dans l'essai de toutes sortes d'initiatives, entre autres avec la FPJQ. Il y a une initiative qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire qui a été mise en place pour essayer de donner des réflexes aux jeunes et moins jeunes, parce que maintenant aussi, ça vise les plus âgés. Ça va aussi dans les bibliothèques municipales, par exemple, pour au moins donner les réflexes de comment on peut vérifier l'information, comprendre d'où vient une source, pour au moins essayer de se faire une tête avant de décider si l'information est fiable ou pas, parce que je pense que ça part beaucoup par ça, d'être capable de voir d'où vient l'information, puis que la personne puisse elle-même réfléchir, est-ce que c'est fiable ou pas cette information-là. Et ça, c'est un problème, entre autres ici au Canada, il n'y a pas de formation uniforme pour les jeunes et moins jeunes sur l'éducation aux médias, comprendre le système médiatique, comprendre comment vérifier les sources. Et c'est vraiment un problème parce que surtout si les gens ont une perte de confiance envers les autorités lorsqu'ils croient à des fausses nouvelles ou à des théories complotistes, bien, doivent eux-mêmes avoir les réflexes pour au moins eux-mêmes aller valider et là se faire confiance à eux en disant, ben là, ça vient d'une source qui est peut-être trompeuse. Donc, c'est un réflexe d'éducation qui est vraiment absent. Puis, on le voit dans l'ensemble du contexte en ce moment. Je parlais à plusieurs journalistes et on savait déjà que cette absence d'éducation aux médias là, dans la structure
scolaire faisait que le rôle du journaliste est très mal compris. Mais là, on le voit clairement avec la crise en ce moment. Des journalistes me racontaient qu'ils se font envoyer toutes sortes de courriels de gens du public qui ne comprennent pas leur rôle parce que là, on assiste pour la première fois à des conférences de presse massivement écoutées et en direct. Donc, où on voit ici notre premier ministre, par exemple, provincial du Québec, avec des gens de santé publique qui répondent aux questions des journalistes. Et les gens qui écoutent ces conférences-là ne comprennent pas le rôle des journalistes. Donc, ils s'offusquent de voir, par exemple, des journalistes poser des questions puis parfois mettre un peu en porte-à-faux les politiciens, mais alors que c'est leur rôle de creuser un peu pour mieux comprendre les chiffres, voir s'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas été mis de l'avant. Et les journalistes reçoivent des courriels du genre ben, on voudrait que lorsque les politiciens rentrent, vous vous levez et vous les acclamiez pour leur bon travail, alors que c'est pas du tout le rôle des journalistes de faire ça, ou bon, on les accuse de toujours chercher la bête noire alors qu'ils devraient remercier le gouvernement pour leur travail. Mais tous ces genres de commentaires-là prouvent que les gens ne comprennent pas nécessairement le travail des journalistes, qu'est-ce qu'ils doivent faire et c'est quoi justement qui le distingue de monsieur, madame, tout le monde qui donne son opinion sur les médias sociaux. Alors, cette distinction-là a besoin d'être amenée au public, d'être expliquée parce que les gens ne comprennent pas. Et pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'on ne leur a pas expliqué, on ne leur a jamais appris. Et en parallèle à ça, bien, ce qu'on voit entre autres sur les médias sociaux, bien, c'est une mixité entre toute l'information qui est fiable, qui est validée, puis des fausses nouvelles, mais qu'on met sur un pied d'égalité, parce que les médias sociaux n'ont pas été construits au départ pour faire le tri dans la fiabilité des informations. Et là, ça fait en sorte qu'il arrive toutes sortes d'initiatives pour essayer de bloquer des fausses informations, mettre en garde, mais c'est pas toujours adapté à ce qui circule. On n'arrive pas à trouver des outils qui sont à la hauteur et à l'efficacité du problème auquel on fait face. Et à mesure où, par exemple, les grands joueurs de Google, Facebook et autres mettent en place des outils pour bloquer Twitter, ben, ils se créent chez ceux qui adhèrent à des fausses nouvelles ou à des thèses complotistes une méfiance où on reprend ça comme un contre-discours. C'est-à-dire, on dit, ben, regardez, les grandes autorités économiques que sont les joueurs du web comme Google et Facebook essaient de s'acoquiner avec les autorités en place pour bloquer les vraies nouvelles, bloquer les messages qu'on essaie de vous transmettre. Donc, dépêchez-vous à partager cette vidéo qui sera bientôt supprimée parce qu'elle dit la vérité qu'on veut vous cacher. Alors, c'est comme si un contre-discours se crée contre les structures de blocage. Au lieu d'aider puis de faire dire aux gens, ben, c'est une fausse information, les gens disent, bon, on essaie encore de nous contrôler puis de nous cacher la vraie information. Et tout ça, je pense, part vraiment du fait que les gens, au départ, ont besoin de comprendre qu'est-ce que la vraie information et comment aller la chercher. Et ça nous ramène à ce que M. Lapointe, M. Grenier disaient avant, le besoin d'avoir des médias d'information fiables qui viennent faire un travail aussi pour valider cette information-là. Et je suis tout à fait d'accord avec eux qu'il y a une crise des médias dont on parle depuis longtemps et qui est très inquiétante, qui est exacerbée en ce moment. Ici aussi, hein, au Québec, il y a des médias qui ont arrêté de publier papier depuis le début de la pandémie parce qu'ils n'ont plus les moyens de distribuer. Des coupures de postes qui, aujourd'hui, se répercutent dans le contenu de journalisme qu'on est capable de produire et auquel on doit réfléchir comment on refinance les médias. Est-ce que les gouvernements, le public a un rôle de refinancer les médias pour aider à cette survie-là de l'information de qualité qui, à tout le moins, permet de venir contrebalancer parfois des fausses nouvelles. C'est ce que plusieurs gens qui font du décryptage de nouvelles disent. Ben, nous, notre rôle, c'est aussi, si on tape sur un moteur de recherche comme Google, ben, on voit peut-être en premier apparaître une nouvelle qui a été vérifiée et qui peut remettre en contexte la fausse nouvelle à laquelle des gens pourraient croire et ne savent pas toujours comment aller vérifier par eux-mêmes. Donc, on voit une nouvelle, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux que l'alcool combat le virus? Ben, je n'ai pas toujours les outils pour bien y réfléchir. Et finalement, peut-être sur le fait de est-ce qu'on doit réguler davantage. Ici, au Canada, on n'a pas vraiment une loi pour contrer la désinformation et les fausses nouvelles parce que c'est très sensible. Le problème, hein, c'est que parfois la vérité évolue. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la discussion publique, de la réflexion pour faire parfois évoluer la vérité. Mais en effet, c'est un problème. Prenons juste pendant le coronavirus, c'est une maladie qui est nouvelle. Les données scientifiques évoluent. On avait peu de données probantes sur certains faits, ce qui fait qu'à certains moments, ce qui semblait être une vérité n'était pas nécessairement un autre parce qu'on découvrait des nouvelles données sur la maladie. Alors, si on avait dit à des gens, ben là, vous mentez parce que vous dites tel élément, mais finalement, ça évolue, c'est une vérité mouvante, c'est compliqué réguler les fausses nouvelles. Donc, c'est vraiment un réseau qui doit s'organiser ensemble, qui doit être mieux structuré, mieux financé pour fonctionner et qui doit partir aussi de l'individu, qui doit comprendre comment fonctionne l'information en société. Merci. Oui, on voit qu'on revient souvent quand même à une discussion en fait
de qu'est-ce que la vérité, quel type de vérité a-t-on, est-ce que la vérité évolue en effet. Et on voit que par exemple en droit international, la façon de discerner cette vérité se base sur la nature d'une information, son type, est-ce qu'elle est artistique, est-ce qu'elle est satirique, c'est une information d'actualité. On a également qui est le porteur de l'information, quel est le contenu et quel est le contexte. Donc si on établit déjà ces 4 critères, le type, le porteur, le contenu et le contexte, on arrive à avoir plus de complexité dans la façon de lire et de catégoriser une information. Ça nous mène à notre dernière question et on va essayer de rester bref pour ne pas manger sur le temps des questions du public, qui sont importantes également pour le débat public. La question en fait à poser, et je la poserai de façon courte, est-ce qu'on peut balancer, d'un côté on a la liberté d'expression des citoyens, et de l'autre côté on a la qualité de l'espace informationnel, donc c'est vraiment une question d'expression contre l'accès. Comment est-ce qu'on peut balancer ces 2 éléments? Et je propose, peut-être que quelqu'un voudrait prendre la parole tout d'abord. Sinon, j'assigne. Je vais demander à M. Verdier de reprendre la parole sur cette dernière question. Du coup, je vais être très court parce que tout à l'heure, j'ai été très long. Moi, j'aime beaucoup un article de Renée Di Resta, qui est chercheuse à Boston, je crois, et qui a écrit Freedom of speech is not freedom of reach. Donc, peut-être qu'un jour, il faudra balancer. C'est possible. L'intérêt général, c'est ce qui justifie qu'on brime l'intérêt particulier de temps en temps. Mais avant d'en arriver là, regardons déjà le design profond de ces réseaux sociaux qui font que les buzz partent en flèche, que les complotistes… Reporters sans frontières, non, c'est pas vous, c'est Avaz me disait qu'aux États-Unis, 70% des Américains s'informent principalement sur les réseaux sociaux et que 70% des vidéos qu'ils voient sur YouTube sont climato-sceptiques. Moi, j'aimerais bien qu'on discute de comment on en arrive à un monde où 70% de ce que voient les gens, c'est des vidéos climato-sceptiques. Et je ne veux pas interdire les vidéos climato-sceptiques, je veux comprendre les algos qui font que 70% de ce que voient les gens sont les vidéos. Voilà. Donc, à mon avis, avant d'être obligé de se poser la question du check and balance, posons-nous d'abord la question de ce qu'on peut faire en remettant de la neutralité de l'espace informationnel. Et sans doute, on fera des grands progrès. Vous avez cité tout à l'heure le simple fait que WhatsApp, en interdisant de partager à plus de 5 personnes à la fois, ils ont baissé de 25% la vitesse de propagation de la viralité en général, et donc des fake news en particulier. Ça, c'est des réponses intéressantes, quoi. Donc, cherchons d'abord toutes ces réponses-là, et si ça ne suffit pas, on se posera la question d'équilibre. Mais aujourd'hui, le vrai problème ne vient pas de ce que les gens sont bêtes. Nous sommes tous bêtes à certains moments du jour ou de la nuit. On a tous dit des conneries, et les gens disent des conneries depuis des millénaires, et pourtant on s'en sortait, quoi. Merci. Monsieur Lapointe, est-ce que vous voulez réagir? Très brièvement, parce que pour moi, c'est un peu la lutte à la désinformation, c'est pas antinomique avec la liberté d'expression. Il y aura de toute façon toujours des gens qui seront mécontents de ne pas être entendus, mais pensez que déjà aux États-Unis, c'est environ 25% des gens qui ne croient pas à l'évolution. Ils n'ont pas d'espace public, alors, il n'y a pas d'espace dans les grands médias, ces gens-là. Alors, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'on ne brime pas vraiment la liberté d'expression des gens. Ils ont d'autres espaces pour s'exprimer. Même chose avec ceux qui disent que la Terre est plate, puis même chose avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça fait bien longtemps que les médias de science n'acceptent plus de lettres d'opinion des climato-sceptiques. Et heureusement, dans les 10 dernières années, on a vu des grands médias comme la BBC prendre comme position éditoriale, là, c'est fini, on n'accepte plus les lettres d'opinion des climato-sceptiques. Et quand un journaliste va sur le terrain, il n'est pas tenu de mettre les 2 opinions sur un pied d'égalité, parce que ce ne sont pas 2 opinions sur un pied d'égalité. Donc, ça, je n'appelle pas ça brimer la liberté d'expression, parce que si on se met à entrer ça dans l'équation de la lutte à la désinformation, je m'excuse, mais on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Il y a des choses qui relèvent du fait, il y a des choses qui relèvent de l'opinion, et c'est sur cette base-là qu'on peut avancer pour lutter contre la désinformation. Si ça relève du fait, s'il y a des faits solides pour dire que la Terre est plate, très bien, on va les écouter. Mais si ça relève de l'opinion, de l'amalgame, de l'interprétation, on met ça de côté puis on passe à autre chose. D'accord, merci. Madame Carignan, peut-être que vous voulez réagir?
Oui, ben, je suis d'accord avec mon collègue. D'ailleurs, je crois que la liberté d'expression ne doit pas être enfreinte. Bon, elle s'arrête où elle peut atteindre à d'autres droits. Et c'est d'ailleurs ce que le journalisme fait en disant, bon, on ne publie pas certaines opinions qui nous semblent à un moment, avec la réalité qu'on connaît, à ce point-ci farfelues ou qui peuvent atteindre les droits des minorités, les droits d'autres personnes. Mais en même temps, cette liberté-là va toujours se pratiquer ailleurs, via d'autres moyens, d'autres canaux, si on essaie de la restreindre dans certains lieux. Alors, je pense que l'idée n'est pas de s'attaquer au droit d'exprimer ces idées alternatives-là, mais plutôt à des moyens de venir parfois les contrer, les nuancer, donc travailler individuellement avec des gens. D'abord, ceux qui adhèrent pas nécessairement à ces thèses-là, comme on disait tout à l'heure, hein, beaucoup de fausses nouvelles ou de théories complotistes en ce moment sont repris dans des discours d'extrême droite, par exemple, de mouvements anti-vaccination, et donc qui essayent de rallier à leur cause. Donc, déjà en travaillant de façon plus individuelle pour aider les gens à mieux s'outiller pour comprendre d'où viennent l'information, comment elle est construite, puis réfléchir individuellement en faisant confiance à l'intelligence individuelle. C'est la meilleure manière de faire sans brimer le discours de chacun, mais en travaillant collectivement pour mettre de l'avant la bonne information. Puis, ben moi, je crois encore que le rôle, notamment des médias d'information, demeure essentiel pour faire ce travail-là. Voilà. Merci. Enfin, Camille, peut-être voulez-vous réagir? Pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que peut-être la première réponse, c'est assurer qu'on ait les moyens de produire de l'information fiable, indépendante, libre, assurer le pluralisme et, et regarder finalement comment on a accès à l'information. Moi, j'utilise pas mal YouTube, et je terminerai peut-être sur cette petite anecdote personnelle. J'utilise pas mal YouTube pour écouter de la musique. Et quand on a vu émerger la figure du professeur Raoult, j'ai tapé Didier Raoult sur YouTube. J'ai commencé à voir des vidéos du professeur Raoult, c'était des médias, je ne me souviens plus exactement, peut-être BFM. Et puis je suis arrivé sur la vidéo d'IHU, de son institut universitaire. Et puis de là, je suis arrivé sur Idriss Aberkan. Et puis de là, je suis arrivé sur Russia Today. Et très très rapidement, quand j'ouvrais YouTube, c'était une petite sélection de vidéos complotistes qui remettaient tout et n'importe quoi en cause. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir, c'est ça aussi qu'il va falloir adresser, je pense, pour trouver une solution. On va passer donc à la participation du public, donc à notre échange avec le public. Certaines questions ont été posées déjà, et je voudrais commencer par poser une question de Fanny, qui pose la question de l'initiative du gouvernement français par rapport à la plateforme de recensement de fake news sur le Covid, Desinfox Coronavirus, que vous connaissez sûrement tous. Donc la question est comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette plateforme? Peut-être que que nous avons un volontaire parmi nos intervenants qui voudrait intervenir. Surtout, je me sens tenu de répondre pour le gouvernement français. Moi, je pense que c'est dommage parce que ce qui était une bonne idée a été tellement mal exécuté que c'est devenu une mauvaise idée. L'idée de... donc pour ceux qui ne savent pas, inquiets parce qu'on a du mal à faire passer les messages de prévention sanitaire dans un monde où on entend tout et son contraire. Le service d'information du gouvernement a voulu référencer sur une page les fact-checkers et donc les démentis faits par des fact-checkers indépendants de la presse française. Évidemment, ils se sont d'ores et déjà exposés à une critique, c'est comment avaient-ils choisi les vrais fact-checkers? Pourquoi ils n'avaient pas pris tous les journaux d'opposition? Et en fait, dès que vous commencez à dire quels sont les bons journalistes, c'est bête. Et moi, comme vous savez peut-être, j'ai travaillé plusieurs années sur les sujets d'open government et de travail multi-stakeholder. Franchement, ça aurait été tellement facile de réunir la presse et de dire on souhaiterait que vous fassiez une promotion des fact-checkers. On vous donne 100 000 €, organisez-vous. Et on aurait tout de suite entendu la presse dire d'accord, mais alors vous ne touchez pas à tout ça et vous ne nous donnez pas un blanc-seing en disant qui sont les bons et qui sont les mauvais journalistes. Donc c'est une tragédie de l'exécution, quoi. Et si vous demandez comment repartir de cette bonne idée de départ, eh ben, c'est facile en demandant à la presse comment faire, quoi, pour mieux promouvoir les fact-checkers. Merci. Il est 20 h et ça applaudit dans ma rue.
Ici, non, malheureusement. Ça nous mène à une autre question en fait posée par Armand qui demande comment est-ce que ceux qui vérifient les fake news s'y prennent pour vérifier qu'une information est fausse. Est-ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes diffuser, je pense par erreur, des fake news, pas volontairement donc. On a répondu quelque peu à cette question déjà, mais peut-être que Monsieur Lapointe voudrait s'étendre là-dessus. Oui, ben, la clé, c'est le fait versus l'opinion. On est souvent embarrassé lorsque la théorie est tellement immense, lorsqu'on parle de Bill Gates qui a créé le virus en laboratoire avec l'aide des chemtrails et des vaccins injectables. Et à un moment donné, on ne sait plus trop comment détricoter tout ça, puis il n'y a aucun moyen de vérifier quelque chose qui est immense comme ça. Mais on s'en sort toujours lorsqu'on arrive à cibler une chose qui est vérifiable, et une chose qui est vérifiable, en général, c'est un fait. Est-ce qu'on peut démontrer que la 5G a affecté le système immunitaire et donc causé le coronavirus? Ben oui, on peut démontrer qu'il n'y a aucun rapport entre la 5G et l'affaiblissement du système immunitaire. Alors là, on a vérifié un fait. On n'a certainement pas convaincu les complotistes, mais on a au moins isolé quelque chose et c'est ça le truc. C'est ça le truc pour éviter de partager les fake news, comme dit l'intervenant, c'est de ne se concentrer que sur les faits. On n'a pas la prétention de vérifier des opinions. À sa plus simple expression en politique, ça existait depuis des années. Le politicien qui dit « j'ai créé, il y a 100 000 emplois qui ont été créés pendant mon mandat », ça se vérifie. Le politicien qui dit « j'ai eu la meilleure performance économique depuis 20 ans », bien là, c'est quoi meilleur par rapport à quoi? Ça ne se vérifie pas. Donc, on vérifie des faits, on ne vérifie pas des opinions. Merci. Peut-être que Madame Carignan voulait rajouter quelque chose à ce point. Oui, bien, c'est bien expliqué par mon collègue. Je pense que l'important, c'est de regarder les faits en premier puis de voir est-ce qu'il y a des faits qui sont facilement vérifiables, réfutables. Et en général, les fausses nouvelles ou les thèses complotistes partent d'éléments de vérité. Donc, une photo, mais qui est mise hors contexte, ou un fait qui est avéré, puis ensuite qui est exacerbé, puis qui se ramifie à toutes sortes de théories. Alors, c'est pas totalement faux. En général, ça part d'un élément, Bill Gates, qui a une fondation qui, par exemple, investit dans la recherche sur les vaccins. Alors, partant de là, on peut dire, oui, voilà, il y a des éléments qui sont vrais, mais qui ont été ensuite extrapolés, mis hors contexte, emmenés ailleurs. Et donc, c'est un peu de suivre la cascade d'informations pour comprendre où était le vrai, où est le faux. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Si c'est une photo qui est mise hors contexte ou qui est prise dans un angle trompeur, ben là, c'est facile d'aller revérifier ça. Parfois, ben, c'est plus complexe à désamorcer quels éléments sont vrais, quels éléments ont été mis hors contexte. Mais voilà, comme souvent ça part de certains éléments de vérité, c'est facile d'aller retravailler pour raconter la trame des événements puis pouvoir à ce moment-là aller démêler le vrai du faux. Après, si je peux glisser une toute petite idée à cet endroit-là, à titre personnel, ça n'engage que moi, je pense qu'une partie de ces rumeurs fonctionnent comme des mythes. C'est-à-dire, c'est des explications imagées de choses que les gens ressentent. Et en fait, ce n'est pas en démentant les faits que vous allez forcément leur sortir le truc du crâne. Quand les gens disent « je crois qu'il existe un groupe secret de 15 personnes qui dirigent le monde », vous leur dites non, c'est pas vrai, ce groupe n'existe pas. En fait, ils sont en train de parler du fait qu'il existe une classe d'ultra riches qui se connaissent et qui ont un agenda partagé et qui financent des think tanks, etc. Et donc, l'autre question, et je vois que Pascal Lapointe va répondre, c'est est-ce que vraiment rétablir les faits suffit à faire taire ce qui, en fait, ne parlait pas tant que ça des faits, parlait d'un ressenti, d'une perception, d'une angoisse, et fonctionnait comme un mythe. Mais je crois que M. Lapointe veut répondre. Et Marie-Ève aussi. Oui, je veux intervenir parce qu'effectivement, on ne veut pas leur faire sortir ça du crâne. On ne veut pas les faire taire. Lorsqu'on vérifie que la 5G n'a pas pu affaiblir le système immunitaire, le but n'est pas de dire aux gens qui croient à un complot dirigé par Bill Gates, vous avez tort. On a seulement isolé un fait qui était vérifiable. Alors, jamais une vérification de fait ne peut prétendre détricoter toute une théorie du complot. Et c'était vrai bien avant la pandémie. La question ça va même au-delà des théories du complot, en fait. Quelqu'un qui croit que les pesticides sont néfastes, il n'y aura jamais une vérification de fait qui va pouvoir le convaincre du contraire, mais on peut isoler certaines affirmations, comme celle qui disait il y a 2 ans que le glyphosate est aussi cancérigène que l'amiante.
Ah bien ça se vérifie. Là, on peut comparer les données probantes, les études. Et on peut en arriver, quand on réussit bien notre coup, quand on réussit à isoler un fait comme ça, on peut arriver à créer un consensus. Et le consensus, c'est la clé, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est la clé d'un dialogue possible. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un complotiste en lui disant tout ce en quoi tu crois est faux. Mais on peut peut-être arriver à trouver une zone de consensus en lui disant, en lui démontrant, tiens, regarde, l'étude que tu viens de citer, elle n'est pas vraie pour telle raison. Ou encore, tiens, regarde, le YouTuber que tu viens de citer, si tu cliques sur l'onglet « À propos de moi », tu vas te rendre compte qu'il a publié des vidéos disant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre, ou que le gouvernement américain a inventé le 11 septembre, ou que les Illuminati gouvernent le monde. Alors, même une personne qui croit à un complot, qui croit à quelque chose de néfaste, en regardant ça, peut se dire, OK, ouais, c'est vrai que ce YouTuber-là, il n'est peut-être pas très fiable, je vais en trouver un autre. On n'a pas l'ambition de tout détricoter, mais on peut au moins isoler un fait sur lequel on peut tous faire consensus. Et c'est ça la clé du fact-checking. Je donne la parole à Madame Carignan. Oui, ben, tout à fait. En fait, j'allais rejoindre mon collègue en disant, je ne crois pas qu'on peut détricoter l'ensemble d'une thèse complotiste chez quelqu'un, mais au moins on peut venir signer des petits éléments de doute ou s'entendre sur des points de discussion, en disant, mais ceci est visiblement faux, donc ça peut déjà semer une espèce de réflexion qui peut-être à la longue, puis à force aussi de conflits avec d'autres collègues, relations qui n'adhèrent pas nécessairement, va peut-être venir tranquillement ébranler les convictions de quelqu'un. C'est surtout efficace, selon moi, chez des gens qui peut-être n'adhèrent pas à l'ensemble d'une croyance. Donc, pas ceux qui pensent qu'il y a vraiment des Illuminati qui, en ce moment, contrôlent la société, mais ceux qui ont vu une nouvelle et qui s'interrogent, est-ce que c'est vrai que si je mange de l'ail demain, ben, je suis immunisée contre le coronavirus? Donc, ça ne veut pas dire que j'adhère à l'idée que derrière ça, il y a un gouvernement qui contrôle et qui me cache qu'il y a un remède miracle qui existe, mais juste, je me questionne. Donc là, pour ces personnes-là qui sont juste dans un petit questionnement, ben, déjà, la vérification de faits peut être efficace pour au moins empêcher d'adhérer à une escalade, peut-être de fausses nouvelles. Et surtout qu'on est dans un contexte particulier. C'est vrai qu'en ce moment, on est devant une situation où tout à l'heure, vous parliez de l'OMS qui a parlé d'infodémie. Donc, tout le monde veut des réponses. On est confiné. On a beaucoup de temps pour regarder les médias sociaux, pour écouter les nouvelles. Donc, on voit davantage passer des fausses informations. C'est beaucoup plus sensible. Et on est dans un moment qui est peut-être plus difficile chez les gens parce qu'on cherche des réponses où parfois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce moment de remède. Il n'existe pas de solution miracle. Et là, les gens on en voudraient une, c'est légitime. Ils voudraient des réponses où parfois, ça n'existe pas. Alors, au moins, de venir détricoter certaines fausses informations, mais c'est déjà un petit pas pour empêcher que des gens adhèrent à tout un engrenage d'informations erronées, je crois. Merci. Oui, je pense qu'on peut se poser la question de si même une petite information, un fait, ne rentre pas en fait dans un discours beaucoup plus large ou un débat beaucoup plus large, une idéologie qu'il y a derrière, c'est difficile de savoir. Ça nous mène à une dernière question que je vais poser à tous nos intervenants, qui est: la désinformation peut-elle aussi constituer un nouveau pilier du soft power d'un État? Par exemple, le membre du public cite ici l'exemple de Russia Today qui vient d'être cité. Peut-être que je vais passer la parole à Camille. Nous, on a publié un... Je ne sais pas si c'est la désinformation en tant que telle. On a publié un rapport, je vais essayer de retrouver la date, c'était juste avant que j'arrive, donc je dirais début d'année dernière, sur l'exportation du modèle chinois et l'exportation du modèle informationnel chinois. Et on voit, et d'ailleurs OpenDiplo a publié quelques articles à ce sujet, comment la Chine a essayé de justifier son modèle informationnel et sa réponse à la crise du coronavirus, à sa gestion de l'épidémie. On se rappelle des tweets de l'ambassadeur de l'ambassade de Chine en France à ce sujet. Donc, c'est plutôt en ça où finalement on voit, et notamment en Afrique, que la Chine essaie d'exporter cette idée selon laquelle il vaut mieux contrôler l'espace informationnel. Sur la désinformation en elle-même, c'est plutôt des opérations qui visent des opérations de certains agences étatiques qui visent à peut-être déstabiliser d'autres États. Est-ce que ça sert leur soft power? Je ne suis pas sûr, mais peut-être que Henri
nous donner quelques éléments là-dessus. Oui, pour enchaîner, d'abord, oui, bien sûr, nous vivons en ce moment une bataille de narratifs. C'est une pandémie mondiale où chacun a inventé sa réaction. On a vu une offensive communicationnelle chinoise pour dire, regardez, mon modèle m'a permis de vaincre le virus. On a vu la Corée ou Taïwan ou d'autres, ou Hong Kong, dont notre collègue ambassadeur chinois dirait que c'était de la Chine. Mais on a vu d'autres pays répondre en disant, nous aussi, on a endigué l'épidémie et avec d'autres philosophies d'action. On a vu des récits sur tech. Singapour nous a valu Stop Covid, en fait. Parce qu'ils ont dit, regardez, on a fait Trace Together, c'est génial, on a réglé le problème. Là, ce n'est pas forcément illégitime. Ce n'est pas forcément agréable, mais ce n'est pas forcément illégitime. Ça devient inquiétant si certains en viennent à recourir aussi à des opérations de manip, au sens où je disais tout à l'heure, avec des propagations artificielles, etc. Je dirais même, puisque vous avez dit que l'OMS a dit qu'il y avait une infodémie, moi je suis sur ces sujets depuis 2 ans. Si vous remarquez bien, on a commencé à parler d'infodémie très tôt, très très tôt, début mars. Donc en France, on n'était pas encore confinés. Et je pense que même le récit sur l'infodémie est venu de l'exportation du conflit qu'il y avait en Asie entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est, qui étaient déjà en conflit de narratif, et ça a tendu tout le monde. Et très vite, les gens se sont armés pour résister aux manipulations de l'information avant même qu'elles soient avérées. Aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est de reposer le ballon, de démonter ce qui n'est pas licite ou pas éthique, et de laisser les gens s'exprimer, de leur répondre s'il y a des assertions fausses, mais par des faits, et de tolérer que les pays pensent que leur modèle est le meilleur et qu'ils ont des leçons à donner à la terre entière. Si ça les amuse, c'est leur problème, quoi. D'accord, merci. À tout hasard, je signale que l'Alliance internationale dont je parlais au tout début, l'Alliance de médias qui font du fact-checking, elle a commencé à ramasser une base. Je disais à un moment donné qu'elle recense actuellement. On en est rendu à plus de 5000 textes de vérification des faits. Et cette alliance-là a commencé son travail à la fin janvier. La base de données a commencé à être assemblée à la fin janvier, ce qui veut dire que dès la fin janvier, les gens qui sont spécialisés là-dedans commençaient à remarquer qu'il y avait une montée assez fulgurante de nouvelles, de fausses nouvelles de toutes sortes autour du coronavirus. Puis même, je me rappelle d'un article qui doit dater à peu près du début février, où déjà, ils pouvaient identifier 3 axes, l'un étant les théories du complot, l'autre étant les faux remèdes, et je ne me rappelle plus du troisième. C'est donc dire que c'est assez tôt pour quelqu'un qui était vraiment plongé dans le mouvement du fact-checking, où on pouvait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là, et qui est partout dans le monde. Merci. Est-ce que Mme Carignan veut rajouter quelque chose, ou Camille? Tout à fait. Dès le départ, on voyait qu'il y avait des fausses nouvelles sur l'origine du virus, qu'est-ce qui a causé le virus, et c'est des fausses nouvelles qui vont muter, qui vont changer. Et puis, faut voir, comme mon collègue parlait déjà d'une typologie des fausses nouvelles. En fait, il y a vraiment différents types de fausses nouvelles qui circulent en général, et là, en ce moment, sur le coronavirus, et qui ne sont pas tous faits avec la même volonté. Parfois, il y en a qui vont vouloir véhiculer une idéologie. Puis il y a ces fausses nouvelles-là. Parfois, c'est plutôt naïf. Des gens pensent avoir trouvé une solution puis le partagent naïvement. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur un pied d'égalité. Il y a quand même des nouvelles qui sont faites dans un but, au départ, peut-être de faire rire, un but satirique, et qui sont parfois confondues avec de la vraie information. Il y a des nouvelles qui sont intentionnellement trompeuses, d'autres qui sont vraiment partagées juste pour rallier à une cause en ne se rendant pas nécessairement compte de l'impact que ça peut avoir. Alors, c'est un univers qui est quand même complexe aussi, que de comprendre tout ce qui se passe en ce moment avec ces fausses informations-là. Merci. Sur cette note un peu plus positive, je voudrais en fait clore notre débat. Nous arrivons à l'heure. Je voudrais vous remercier tous pour votre participation, et je vais passer la parole à Thomas Friand, le fondateur de l'Institut Open Diplomacy. Merci Charlotte, merci Madame Carignan, Monsieur Lapointe, Camille, Monsieur Verdier d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à l'équipe de l'ambassade du Canada qui a rendu ça possible. Je sais que l'ambassadrice Hudon a pris la parole au début, c'était le bienvenu. Je pense que le débat qu'on vient d'avoir est essentiel parce qu'en fait, il pose une frontière
Il nous invite à réfléchir à une nouvelle frontière qui est très, très, très difficile à découvrir, confondue dans tous les malentendus de la modernité. Cette nouvelle frontière, elle pose des enjeux en termes d'éthique. Elle nous invite à réfléchir à une nouvelle éthique. On était avec Camille cet été à Berkeley à la rencontre du doyen de la fac de journalisme de Berkeley, qui est une des plus grandes facs mondiales de journalisme. Et le doyen, qui est un professeur très, très talentueux, nous disait fondamentalement, quand on est sur Twitter, quelle est la différence pour un utilisateur lambda entre un influenceur et un journaliste? Ils produisent de l'information, ils véhiculent des opinions, parfois ils véhiculent des faits. Et l'énorme différence, c'est que l'influenceur, il n'a pas la formation éthique qu'un journaliste a, et pourtant il peut formater l'opinion de la même manière, voire de façon plus importante, puisqu'il a un reach qui est plus important. Et donc, il disait, un des nouveaux enjeux éthiques de cette réflexion, c'est voilà, de responsabiliser chacun des acteurs de l'espace de l'information et de la communication, y compris ceux qui ne sont pas responsables de l'information produite matériellement, mais qui vont modifier la façon dont l'information circule parce qu'ils ont une empreinte importante sur l'espace en question. Enjeu éthique, je disais aussi enjeu nouvelle ligne éditoriale. Je pense que le débat auquel on a assisté était extrêmement riche et il montre à quel point, comme en économie, dans l'information, la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie, que plus on a un débat qui se veut rationnel et d'une certaine manière aseptisé, plus l'information factuelle a du mal à être en concurrence avec de l'information virale, surtout dans une société hyper polarisée politiquement. C'est le cas de plus en plus, en tout cas ce qu'on a vu aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump ou au Royaume-Uni avec le Brexit le démontre violemment. Et donc ça veut dire que peut-être qu'il y a des enjeux de réflexion pour les médias eux-mêmes, de savoir réinvestir le champ de la ligne éditoriale pour se détacher de l'éthique professionnelle, plutôt dépasser l'enjeu de l'éthique professionnelle, c'est-à-dire ne pas se contenter d'étayer des faits, mais aussi de réinvestir le champ de l'opinion, parce que c'est sur le champ de l'opinion, en plus du champ des faits, qui vont pouvoir être en compétition armes égales avec des chaînes qui diffusent ou massifient la diffusion d'informations manipulatoires. Et je pense que c'est un vrai défi professionnel, pas un défi éthique, parce que les médias savent très bien faire ça, mais un défi professionnel sur comment réinvestir le champ de la ligne éditoriale pour les médias. Troisième enjeu que j'ai entendu au cours des échanges et que je trouvais passionnant, c'est l'enjeu de la méthode, la nouvelle méthode. C'est le point qu'Henri Verdier soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire le président Pompidou disait la politique, c'est l'art de l'exécution, de faire bien les choses jusqu'au bout. Et l'intention qu'il y avait avec ce site de référencement des lutteurs contre la désinfox sur le coronavirus était bonne, manifestement. Il s'agissait juste de se dire, on va essayer d'évacuer la mauvaise information, mais l'exécution a été extrêmement mauvaise. Et ça suppose de changer complètement le logiciel de la régulation sur l'information, y compris en passant de la régulation à l'autorégulation, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs eux-mêmes, qui sont des professionnels du secteur, pour faire émerger les bonnes règles, les bonnes pratiques qui permettent de résoudre un problème. Et ça suppose quelque chose d'extrêmement difficile dans l'État moderne, qui est de savoir se détacher de sa mission de régulation et de reconfier un enjeu de régulation aux professionnels. Je pense que c'est une question de méthode politique qui est extrêmement difficile à accepter. Il y a aussi la nouveauté des enjeux juridiques, et ça, je sais, Charlotte, que ça te tient beaucoup à cœur. Je pense que la nouvelle frontière, c'est aussi une nouvelle frontière en matière de droit, qu'on ne peut pas se dire médias sociaux sans avoir la responsabilité qu'ont les médias en termes juridiques de la responsabilité des éditeurs. Quand on est un éditeur de presse, on a la responsabilité des contenus qu'on édite. Donc, quand on est un média social, on pourrait avoir la même responsabilité qu'un média tout court. Or, aujourd'hui, les plateformes n'ont aucune responsabilité en termes médiatiques. Et ça, c'est un énorme enjeu. En tout cas, s'ils veulent rester médias sociaux, il faudrait qu'ils investissent sur le champ de la responsabilité des médias, ce qui, à mon sens, est loin d'arriver. Et s'ils veulent rester plateforme, il va falloir inventer un nouveau modèle de régulation des contenus, des politiques de modération, et aussi de faire appliquer des responsabilités conformes à l'état de droit sur les politiques de modération. Et la façon dont le débat sur la loi Avia a été complètement hystérisé sur le thème on fait avec cette loi bataille contre la liberté d'expression, c'est faire fi complètement de la complexité du sujet, en évacuant avec l'eau du bain la question fondamentale de la responsabilité des plateformes
qui ne sont pas éditeurs de presse et qui ont donc une responsabilité particulière de modérateur de contenu. Et il faut réinvestir ce champ-là. Et je pense que si on traite le sujet avec autant de mépris et de déni qu'on a traité la loi Avia, alors on est très, très, très mal sorti de l'auberge pour avancer sur ce sujet-là, qui est pourtant essentiel. Et Nouvelles Frontières, je disais, nouvelle approche aussi. Je pense que fondamentalement, il faut revenir à des choses très, très simples. Si on considère que la vérité est un bien démocratique qui est un bien commun, alors ceux qui défendent la vérité, c'est-à-dire les fact-checkers, sont des agents du service public. Et d'une certaine manière, il ne s'agit pas de dire la vérité, c'est le pouvoir du public, simplement de se dire peut-être que dans la façon dont on rémunère ceux qui s'efforcent à établir la vérité, et ça revient sur le point que Pascal Lapointe soulignait sur la force des faits, alors il faut peut-être réinventer la façon dont on rémunère les fact-checkers, et à nouveau en faisant attention à l'exécution qu'on emploie pour traiter ce problème et aux responsabilités juridiques qu'on confère. Je pense que ce débat, il est très très loin d'être tranché. En revanche, ce que j'observe, c'est qu'il est hyper polarisé, que les opinions s'expriment de façon extrêmement violente sur le sujet parce que ça touche à quelque chose d'hyper fondamental qui est la liberté d'expression et d'information. Et que peut-être une des leçons que je tire de ce débat de ce soir, qui était très riche, et je remercie à nouveau nos intervenants, c'est qu'il va falloir assainir la façon dont le débat est conduit à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et qu'il est important de créer un système de consensus qui permette de mettre autour d'une même table si bien les médias, si bien les plateformes, si bien les éditeurs de presse, si bien les investisseurs du secteur de la presse, si bien les États et les autorités de régulation, pour que d'une même voix, les professionnels de l'ensemble du secteur, toutes les parties prenantes puissent travailler ensemble, ce qui, à mon avis, serait la seule voie possible pour aller de l'avant. Et peut-être pour donner un dernier conseil de lecture, entre guillemets, à ceux qui ont pris le temps ce soir de venir échanger avec nous, si ces débats vous paraissent encore un peu trop complexes ou touffus, je vous conseille une excellente série qui traite du sujet avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité aussi, et il me semble que c'est nécessaire. C'est la série américaine qui s'appelle Newsroom, qui précisément prend le parti de se mettre dans la peau d'une salle de presse qui se transforme à mesure que le débat politique hyper hystérise et que les médias sociaux prennent beaucoup plus d'importance. Cette transformation est hyper importante, y compris en termes de responsabilité juridique des journalistes. Et pour ceux qui voudraient avoir une approche un peu plus empirique que théorique sur le sujet, je pense que cette série est faite pour vous. C'est sur cette note-là que je voudrais vous souhaiter une excellente soirée et remercier encore Charlotte pour sa modération.